Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Eh bien, Alphabet a sorti ses résultats financiers. Eh bien, on va voir si c'est la fin du monde présentement. Enfin, vu la variation après la sortie des résultats ici, vous comprenez que le marché a bien apprécié cela. Mais ça, on s'en fout. Si le marché a apprécié, ça, ce n'est pas notre problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est passé? Que faire à long terme? OK? Alors, maintenant, permettez-moi de commencer par une observation qui peut sembler étrange. Il y a 2 ans, beaucoup d'analystes sérieux se posaient une question sur Google. Est-ce que l'intelligence artificielle représente une menace existentielle pour son moteur de recherche? Et si les gens commençaient à poser leurs questions à ChatGPT plutôt qu'à Google, qu'est-ce qui arrive au business qui génère la quasi-totalité des profits de l'entreprise? C'était il y a 2 ans, 2 ans ou 3 ans. C'était la fin du monde. Il y a 2 ans ou 3 ans, c'était ici. Dézoomons un tout petit peu. Voilà. On prend ça, on met ça ici. OK, on dézoome. OK. Donc, comme vous pouvez le voir, on était plutôt dans ce creux. Ça, là. Ça, c'était la fin du monde. Il ne fallait pas acheter du Alphabet ici parce que ChatGPT allait nous tuer, l'IA allait nous tuer, machin. Si vous faites partie de ces personnes-là, posez-vous sérieusement des questions par rapport à votre processus, par rapport à votre formation en matière de stock picking. Quand je dis formation, ce n'est pas une affaire d'acheter une formation, c'est une affaire de lecture. Est-ce que je comprends réellement c'est quoi le stock picking? On achète des entreprises, on est des business pickers. Pas même des stock pickers, on est des business pickers. Et donc, on s'intéresse au business en profondeur. On essaie de s'intéresser au business, on essaie de penser à une entreprise comme un entrepreneur. Bref, n'allons pas très loin. Continuons petit à petit. OK? Alors, c'était une question légitime, bien sûr, à cette époque-là. Comme aujourd'hui, l'IA va tuer les SaaS. C'est également une question légitime. Moi, je ne suis pas d'accord. Je peux me tromper, mais je ne suis pas d'accord. De telle sorte que pour moi, software égale opportunité. SAP va mourir. Vous êtes sérieux, les amis? Il faut vraiment que vous ne sachiez pas comment est-ce que cette compagnie-là fonctionne pour raisonner de la sorte. Et s'il n'y a pas de problème, mais vous ne pouvez pas raisonner de la sorte si vous comprenez l'entreprise. Je suis sûr et certain. Mais si vous raisonnez de la sorte, ça veut dire que vous ne la comprenez pas. Excusez-moi, mais il n'y a pas 2 chemins. Il y a un seul chemin. SAP ne va pas mourir. Et ça ne sera certainement pas l'IA qui va tuer SAP. OK? Parce que je ne serais même pas étonné qu'ils en aient eux-mêmes en interne. OK? Un ERP en interne. Bref, refermez cette parenthèse-là. Alors, c'était une question légitime, comme je le disais tantôt. Et les résultats du premier trimestre 2026 de Google y apportent une réponse que peu de pessimistes avaient anticipée. Comme d'habitude, c'est très bien de vendre la fin du monde. Non seulement la menace ne s'est pas matérialisée, mais Google est en train de transformer l'IA en accélérateur de croissance sur l'ensemble de son écosystème. Et le trimestre qu'elle vient de publier, objectivement, est l'un des plus remarquables de son histoire. Google a la distribution, je vous rappelle toujours ça. La distribution, ce que OpenAI n'a pas. Refermons la parenthèse. Ça fait beaucoup de parenthèses en quelques secondes. Mais vous me connaissez, j'ai un biais positif sur Alphabet parce que je suis détenteur d'Alphabet depuis très longtemps. Et je vous ai littéralement supplié de continuer à regarder cette compagnie-là du point de vue business. Mais non, c'est un mauvais business. Mais vous continuez à regarder des vidéos sur YouTube. Ah, YouTube est meilleur que Netflix? Entre YouTube et Netflix, qu'est-ce qu'on choisit? Ah, bref, ça c'est un autre débat. Continuons petit à petit. Bon, aujourd'hui, je vais être très arrogant aujourd'hui. Normal, oui, parce que nous, en tant que stock picker, nous, en tant que business picker, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir raison sur la thèse d'investissement de départ. Quand tout le monde a tort, quand tout le monde dit le contraire, c'est ça qui nous intéresse. Ce n'est pas trop la performance. Bon, si la performance suit également, tant mieux, bien sûr. OK? Donc, c'est qu'une force, c'est que nous continuons à nous encourager à regarder les entreprises pour ce qu'elles sont réellement et non à se concentrer sur les gros tigres ou bien à se baser uniquement sur le narratif ambiant. Business Speaker doit travailler. Business Speaker doit lire ses rapports annuels. Tu ne lis pas tes rapports annuels, tu n'as jamais fait, tu n'es pas un business speaker. Tu ne dois même pas faire du stock picking. Non, reste sur les ETF et ce n'est pas un problème. Tu décides d'acheter des actions, mon cher ami, fais le travail qu'il faut. OK?
Donc, comme je l'ai dit, la menace ne s'est pas matérialisée. Commençons par les chiffres de surface, puis allons chercher ce qui se cache derrière. Parce que oui, les résultats sont bons, mais vous pensez réellement que ce n'est que ça qu'on va regarder. Les résultats sont bons, c'est bien. Mais pourquoi? C'est ça qu'on se pose. L'analyse fondamentale, c'est le questionnement perpétuel. Il faut toujours se poser des questions. Vous assistez à une conférence call, les résultats sont extraordinaires, vous sortez de là sans question. Mon cher ami, je pense que vous n'avez pas bien écouté. Il faut toujours sortir de là avec des questions. On se pose continuellement des questions parce qu'on veut mieux comprendre. On veut toujours comprendre. On ne comprend jamais bien une entreprise tant qu'on ne la détient pas. Et moi, je peux vous dire une chose. Depuis que je détiens du Meta, du Google, du Alphabet, du Microsoft tout récemment, parce que Microsoft, c'est parmi les 4, c'est la seule que j'ai achetée récemment. Donc, quand je dis récemment, je l'ai achetée en 2025. OK? Donc, on ne connaît jamais assez bien une entreprise tant qu'on ne la détient pas. Et moi, je ne vais pas vous dire mentir que je comprends encore mieux Google aujourd'hui qu'il y a, par exemple, 5 ans. OK? Donc, les revenus totaux ont atteint 109,9 milliards de dollars en hausse de 22% par rapport à l'année dernière. Les analystes anticipaient 18%. C'est un dépassement de 4 points de pourcentage sur une base de 110 milliards, ce qui représente plusieurs milliards de dollars de revenus supplémentaires que le marché n'avait pas modélisés. Tu m'étonnes. Le bénéfice par action à 5,11 dollars contre 2,63 dollars attendu par le consensus. Donc, vous comprenez ici que le bénéfice presque 2 fois plus élevé que ce que le consensus avait estimé. Oui, vous avez bien lu. Presque le double des attentes. Cette divergence extraordinaire s'explique en partie par des éléments comptables spécifiques, mais elle reflète aussi une solidité opérationnelle réelle qui dépasse ce que le marché anticipait. Pour ceux qui lisent sur Alphabet, vous savez que Alphabet a des investissements dans plusieurs entités. Et quand ces entités-là prennent de la valeur, elle n'a pas le choix, selon les normes comptables, d'enregistrer la prise de valeur de ces différents investissements-là en tant que bénéfice net, même si elle n'a pas encore matérialisé cette plus-value-là. Oui, ce qui veut dire qu'il faut normaliser généralement les bénéfices nets de cette compagnie. Ne l'oubliez pas. OK? Mais également, quand vous allez regarder à peu près quelles entreprises Alphabet détient, Alphabet, ce sont également de très bons business speakers. Hein? Pour les plus curieux, allez regarder. Alors, la marge opérationnelle a progressé de 200 points de base à 36,1% et le bénéfice opérationnel a crû de 30% à 39,7 milliards de dollars. Ces chiffres se produisent alors que Google investit massivement en infrastructure IA, ce qui rend l'expansion de la marge encore plus remarquable. Mais le chiffre qui mérite vraiment toute votre attention, c'est celui de Google Cloud. C'est sur lui qu'on va avoir tendance à penser. C'est ça qu'on va avoir tendance à voir aujourd'hui. Parce que Google Cloud a généré 20 milliards de dollars de revenus ce trimestre, en hausse de 63% par rapport à l'année dernière, à la même période. Pour apprécier ce chiffre, ce que je voulais dire ici, c'est que pour apprécier ce que ce chiffre signifie, il faut le contextualiser correctement. Le remettre dans son contexte. Google Cloud était historiquement le troisième acteur du marché cloud, loin derrière AWS d'Amazon et Azure de Microsoft. Cette position de retardataire, entre parenthèses, était une source d'inquiétude récurrente pour les investisseurs. Pas moi en tout cas, parce que pour une seule raison, tout simplement parce que c'est un marché qui est pleinement en croissance. Qu'on soit troisième, deuxième, premier, le plus important, c'est qu'on soit déjà dans ce marché-là. Bref, la question qui se posait, c'est est-ce que Google peut vraiment combler son retard sur des concurrents qui ont plusieurs années d'avance? 63% de croissance trimestrielle donne un début de réponse. À ce rythme, Google Cloud comble son retard lentement. J'ai bien dit lentement. Il accélère. OK? Attention, quand je dis il comble son retard, il ne comble pas son retard lentement, il accélère. Et cette accélération se produit précisément parce que l'IA est devenu le nouveau terrain de compétition dans le cloud, un terrain sur lequel Google a des atouts technologiques significatifs grâce à ses modèles Gemini et à des décennies de recherche en machine learning. Google est en retard par rapport à l'IA. Vous êtes sérieux? Je vous dirais même que j'ai toujours... C'est grâce à Google que OpenAI existe. Renseignez-vous. Pour rendre ça concret,
Imaginez 3 coureurs dans une course. Le premier coureur AWS est en tête depuis le début. Le deuxième coureur Azure a accéléré récemment avec son partenaire avec OpenAI. Et le troisième coureur, Google Cloud, qui semblait distancé, vient de sprinter à une vitesse que personne n'anticipait. La course n'est pas terminée. Elle est en train de se redéfinir. Donc, il y a un indicateur avancé dans ces résultats que je veux vous expliquer en détail parce qu'il est moins intuitif que les chiffres de revenus, mais potentiellement encore plus révélateur. Le backlog de Google Cloud. Le backlog, c'est à peu près le carnet de commandes. Il représente à peu près la valeur totale des contrats déjà signés avec les clients entreprises, dont les revenus n'ont pas encore été comptabilisés parce que les services n'ont pas encore été livrés. Donc, ce trimestre, le backlog de Google Cloud a presque doublé pour dépasser les 460 milliards de dollars. Attention, même sur le backlog, on peut dire quelque chose de très intéressant dessus. Mais ça, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, peut-être d'une autre vidéo. Je continue. Voici pourquoi ce chiffre est si important. Quand une grande entreprise signe un contrat cloud pluriannuel avec Google, elle s'engage à utiliser les services Google Cloud sur plusieurs années. Ces engagements représentent des revenus futurs quasi certains indépendamment de ce qui se passe dans l'économie mondiale à court terme. Un backlog de 460 milliards, c'est une visibilité exceptionnelle sur la trajectoire de croissance future de Google Cloud. On ouvre une petite parenthèse. Qu'est-ce qu'ils ont dit pendant les conférences call? Est-ce que la demande est plus élevée que l'offre aujourd'hui? C'est toujours le cas, non? Et certains vont s'étonner que, ouais, ils dépensent beaucoup en CAPEX. Si vous étiez à la tête de ces entreprises-là, qu'est-ce que vous allez faire? J'ai toujours dit, si vous voulez faire du stock picking, vous voulez qu'un bon stock picker, il faut penser comme un entrepreneur. Pensez comme un businessman. L'entreprise, même si vous détenez une action, vous êtes propriétaire. Alors, vous devez réfléchir comme un propriétaire. Si la demande est plus élevée que l'offre que vous avez présentement, qu'est-ce que toi, le propriétaire, tu fais? Ah non, tu privilégies les free cash flow? Ok, continue. Sans savoir que les concurrents sont là. Ne t'inquiète pas. Ils vont avoir tendance à te faire regretter le fait que tu aies privilégié les free cash flow quand il fallait investir massivement alors que tu en avais les moyens. Refermons ces parenthèses-là. On compte. Je vous ai dit aujourd'hui que je serais très arrogant. Oui. Parce qu'on nous a fatigués avec Alphabet. Oui, elle est en retard, machin, truc, tout ça. Wouh! Pas possible ça. Alors que ça se voyait comme le nez sur la figure. Bref, je continue. Alors, et la quasi-totalité de ce backlog en un seul trimestre dit quelque chose d'important sur la demande d'entreprise pour l'infrastructure IA de Google. Les grandes entreprises ne testent plus Gemini en mode expérimental. Elles signent des contrats pluriannuels significatifs. C'est le passage de la phase d'exploration à la phase de déploiement à grande échelle. Et qui va avoir tendance à aider les entreprises à continuer à déployer? Oh, Capgemini va mourir, Accenture va mourir, vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Oh, qui sont les clients de Google Cloud? Bonne question. C'est pas par hasard les compagnies dans le secteur logiciel? Ah, refermons la parenthèse. Avançons. Les SaaS vont mourir. On continue. Parlons maintenant du sujet qui avait suscité le plus d'inquiétude sur Google. Et pour moi, le plus aberrant de tous, la recherche. Google Search. Les revenus de Search ont atteint 60,4 milliards de dollars en hausse de 19% par rapport à l'année dernière. Ce chiffre est important pour deux raisons. Premièrement, il invalide empiriquement, donc avec des preuves, la thèse de la disruption existentielle. Si ChatGPT et les assistants IA cannibalisaient massivement les recherches Google, on verrait une décélération marquée de ces revenus. Ce n'est pas ce qui se passe. La croissance de 19% est solide et s'accélère par rapport au trimestre précédent. Petite parenthèse. Volume, prix. Google Search, allez vérifier. Deuxièmement, et c'est peut-être encore plus intéressant, Google est en train d'intégrer l'IA directement dans son moteur de recherche via ce qu'elle appelle l'AI Overview. Des résumés générés par l'IA qui apparaissent en haut des résultats de recherche. En Amérique du Nord, en tout cas, on l'a déjà. Je ne sais pas pour vous en Europe si vous l'avez déjà, mais ça fait plus d'1 an déjà. Enfin, ça fait 1 an qu'ils l'ont annoncé, plus d'1 an même d'ailleurs. Donc, la logique est contre-intuitive, mais ingénieuse. Plutôt que de laisser les utilisateurs partir vers des assistants IA concurrents, Google enrichit sa propre expérience de recherche avec l'IA. Et les données montrent que les utilisateurs qui voient ces AI Overview font davantage de recherche, pas moins de recherche. Les modèles de Gemini traitent aujourd'hui 16 milliards de tokens par minute. Je répète, 16 milliards de tokens
par minute, en hausse de 60% par rapport au trimestre précédent. Chaque token traité représente une interaction avec un utilisateur ou un client. Cette croissance exponentielle de l'utilisation est le signal que l'adoption de Gemini s'accélère bien au-delà de ce que le marché modélisait. Google détient la distribution. Je vous ai toujours dit ça. C'est quoi la distribution quand on parle d'Alphabet? Allez vérifier. Il y a un dernier élément dans ces résultats que je veux mentionner brièvement parce qu'il représente une option de valeur que peu d'investisseurs pricent correctement, à savoir Waymo. Pour moi, il a une valeur de 0, mais je vais vous expliquer pourquoi. OK? Pas 0 parce que ça vaut 0, mais je vais vous expliquer pourquoi. Waymo, c'est la filiale de véhicules autonomes d'Alphabet, la maison mère de Google. Je rappelle, parce que Google est une filiale d'Alphabet. L'entreprise ici s'appelle Alphabet et dans Alphabet, vous avez Waymo, vous avez Google, et dans Google, vous avez Search, YouTube, machin truc. Donc, ce trimestre, Waymo a réalisé 500 000 trajets autonomes par semaine. Pour replacer ce chiffre dans son contexte, il y a un an, à la même période, ce nombre était 2 fois moins élevé. Donc, on parlait ici de 250 000 trajets par semaine. Un an plus tard, on double. Je ne vais pas vous dire que Waymo va révolutionner les transports demain. Non. C'est un business encore naissant, dont la monétisation à grande échelle reste incertaine. Mais 500 000 trajets autonomes par semaine, c'est le signal que Waymo n'est plus un projet de recherche. C'est un service commercial réel qui génère des données très importantes, des revenus et de l'expérience opérationnelle à une échelle que ses concurrents n'ont pas encore atteinte. Donc, ça pourrait être la cerise sur le gâteau. Mais ça, c'est du long terme. Ça ne fait même pas partie de ce qu'on calcule en date d'aujourd'hui pour estimer la valeur de Alphabet. Et quand on prend la valeur d'Alphabet, on ne regarde même pas les investissements qu'elle peut avoir dans d'autres entités. Donc, pour vous dire à quel point, même à $400, on sous-évalue ce business. Je continue. Et rappelez-vous, mon raisonnement peut être biaisé parce que je suis détenteur de cette compagnie depuis très longtemps. OK? Donc, alors, que retient-on de tout ça? Google a publié ce trimestre des résultats qui répondent simultanément à plusieurs des grandes inquiétudes que le marché avait sur l'entreprise. La recherche n'est pas en train d'être cannibalisée par l'IA ou au contraire, elle bénéficie de l'intégration de l'IA. Google Cloud est en train de combler son retard sur AWS et Azure à une vitesse que personne n'anticipait. Et retard entre parenthèses, parce que je dis encore que le business du cloud est en pleine croissance depuis longtemps. Si on fait partie du top 3, c'est déjà une bonne chose parce que la vague ici a tendance à entraîner tous les bateaux. L'essentiel, c'est d'être déjà dans le business. Donc, comme je disais tantôt, Google Cloud est en train de rattraper son retard par rapport à AWS et Azure à une vitesse que personne n'anticipait. Et la capacité d'Alphabet à maintenir des marges opérationnelles de 36% tout en investissant massivement en infrastructure IA démontre un levier opérationnel exceptionnel. Mais, même face à des résultats solides, l'investisseur rigoureux garde des questions ouvertes. Est-ce que la croissance de 63% de Google Cloud est maintenable ou reflète-t-elle partiellement un rattrapage conjoncturel? Est-ce que l'intégration de l'IA dans la recherche va continuer à renforcer l'usage ou atteindre un point de saturation? Et comment évolue la compétition entre AWS, Azure et Google Cloud à mesure que les trois accélèrent simultanément leurs investissements? Ces questions n'ont pas de réponse simple, mais les poser de façon structurée exactement ce que le prompt intitulé « D'où vient cette croissance et où va-t-elle ?» Donc le prompt Top Invest que vous allez retrouver dans la bibliothèque de prompt en description de la vidéo, il est conçu ici pour vous aider à le faire. Et vous force à décomposer la croissance de 63% de Google en ses composantes, Google Cloud bien sûr, en ses composantes précises, à distinguer ce qui est structurel de ce qui est conjoncturel et à évaluer la durabilité de chaque moteur individuellement avant de décider si les résultats exceptionnels d'aujourd'hui justifient le prix que vous payez pour l'action demain. Si vous êtes sérieux dans votre processus d'apprentissage en matière de stock picking, la bibliothèque de prompt vous aidera à accélérer, mais surtout à approfondir vos connaissances dépendamment des entreprises que vous avez tendance à analyser en date d'aujourd'hui. Ce n'est pas des prompts banals, c'est pas un prompt banal sur lequel on va se dire est-ce qu'elle a le mot? Non, on s'en fout de ça, ce n'est pas une bonne question. Ceux qui le savent que c'est une très mauvaise question.
Parce que théoriquement, tout IA génératif vous dira que toutes les entreprises ont un mot, parce que celui considère que la marque a un mot. Donc, Michael Kors, ce n'est pas la même chose que Hermès. Pourtant, on vous dira que Michael Kors a un mot. Bon, bref, ça, c'est un autre débat. Ce que je veux dire ici aujourd'hui, c'est que si vous posez les mauvaises questions, vous aurez toujours les mauvaises réponses. Et si vos réponses, et si vos questions ne sont même pas structurées, excusez-moi les amis, vous serez encore plus confus qu'au début. Ne faites pas le test, posez la question aux gens qui détiennent la bibliothèque de prompt. Ils sont là, ils sont dans le school. Le school, le lien dans le school est en description de la vidéo. Ce n'est pas pour rien que j'ai mis les prompts dans le groupe school pour vous permettre de poser des questions aux personnes qui les utilisent tous les jours. Quel genre de preuve sociale vous voulez encore? Google, on doit faire quoi maintenant? Vérifier si c'est sous-évalué? Le prix, c'est ça que vous voulez? Allez regarder les autres vidéos, les amis. Il n'y a rien à raconter ici aujourd'hui par rapport à ce qu'on n'a pas dit 150 fois depuis septembre 2025. Mon target price est $400. Je m'arrête là. Regardez les autres vidéos, faites vous-même vos price target et on se donne rendez-vous sur les prochaines. J'ai bien dit 400. Ça veut dire que tant que ça s'est négocié en dessous de 400, moi, ça me va. OK? Donc, pourquoi est-ce que je dis 400? Je pense que c'est une entreprise qui mérite 25 fois les bénéfices en date d'aujourd'hui. Par rapport aux free cash flow, les free cash flow sont compressés normalement parce qu'on investit massivement. Il faut être fou pour regarder les free cash flow et dire que non, elle ne gagne pas d'argent. Vous êtes sérieux? C'est la même chose, les mêmes erreurs que les gens font avec du Meta, du Amazon. Oh là là! Si vous réfléchissez encore comme ça ou bien si quelqu'un... Formez-vous! C'est pas possible! Bye! J'ai bien dit que je serai arrogant aujourd'hui. Excusez-moi.